S'il vous plaît, docteur. Bonjour, bienvenue à la prescription de Dr. Fred Lambert et surtout, joyeux Noël. Même si on n'est plus supposé réellement de le dire, mais on est le 25 décembre aujourd'hui. Mais joyeuse fête pour ceux qui ne croient pas à cette célébration. Vous pouvez le faire à la païenne si vous voulez. Aujourd'hui, pour ce spécial, j'ai mon collègue, ami, coproducteur, réalisateur, recherchiste, Olivier Chamberlain. Bonjour. 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 Et nous, on va offrir un petit cadeau de fin d'année à tout le monde. On va vous faire notre prescription 2023, les trucs qui nous ont marqués ou les trucs qu'on a peut-être surconsommés. En tout cas, dans mon cas, c'est un peu ça. Mais je te laisse la parole en premier, Olivier. Ah ben moi, j'ai rien de gros, là. C'est... Rien de gros. Non, mais... Tout est gros. Tu sais, quand on demande de faire une prescription de ce qu'on a vu dans toute l'année, ouais, je devrais commencer à me faire des listes, peut-être, mais il aurait fallu que je m'y prenne un peu à l'avance. OK, c'est ce qui n'a bon. pas été le cas, donc c'est un peu difficile. J'ai juste pris des choses qui me reviennent, qui sont me revenues. Ouais, ben tu vois, moi, j'y vais, aujourd'hui, je vais y aller un peu plus dans les choses que j'ai écoutées à maintes reprises, là, disons ici, là, alors, mais soit pas gêné, vas-y, je ouais, t'écoute. tu sais, moi, c'était beaucoup des films, là. Je peux commencer par un film qui m'a été prêté par un ami en commun, OK. qui est Georges. Oui, Oui, c'était... Georges Privet. Oui, Phantom of the Paradise Oui, de Palma, super que j'ai film. beaucoup apprécié, et beaucoup aussi la musique du film, Mhm. que j'ai écouté peut-être un peu trop par la suite. Oui. Non, Oui, c'est un super film, pis c'est toute l'esthétique, tous les costumes. Oui, ça fait beaucoup penser, moi ça fait penser à Rocky Horror Picture Show un peu dans l'humour, puis dans le côté un peu Ouais. rockesque. Ouais, rockesque, grotesque aussi un peu quelque par moment là. Non, c'est un cool film, pis c'est un cool film à revisiter même encore aujourd'hui là, tu sais. C'est parfait. Puis on n'en parle pas tant que ça aussi, à cause du flop Non. ça a fait. Ouais, flop, mais qui est devenu par après une sorte classique, de film culte là. Ouais. Comme d'autres. Excellent. Quoi d'autre? Quoi d'autre? J'ai un film qu'on parle pas aussi beaucoup. Ici, c'est très connu en France. C'est une comédie, c'est La Cité de la Peur. Ça a été fait par le groupe... La Cité de la Peur? Ouais. Ah, mais ça, je connais même pas. Non, ben c'est ça, c'est un film qui a été fait par le groupe d'humoristes Les Nuls, avec entre autres Alain Chabat. Ouais, ok, oui, ça, ben, je connais Les Nuls, j'ai déjà vu des trucs des Nuls, mais c'est un vieux film ou c'est récent? Un peu tant que ça, les années 90, je pense. Ok. Dans leur jeune temps. Ok. C'est un film assez drôle. Ça parle une réalisatrice qui a réalisé un film d'horreur. Ok. Qui est un peu nanardesque. Ok. Et ils s'en vont au Festival de Cannes pour faire des projections du film. Le problème, c'est que les projectionnistes finissent par se faire assassiner de la même manière que dans le film. Ok. Donc là, c'est une comédie un peu absurde et ils cherchent le... C'est drôle, ça dit le film de Les Nuls, La Cité de la Peur, en parenthèse, une comédie familiale. Ouais, exactement. Non, ouais, c'est très drôle. Pas tant familial. C'est un peu l'humour très absurde qu'on peut trouver, par exemple, dans... C'est quoi les films des trois réalisateurs, là? Airplane... Ah oui. Top Secret, puis L'Agent fait la farce, là. Ok, tout ça. C'est un peu ce genre d'humour... très absurde. Ah, il y a Jean-Pierre Bacri, Alain Chabat, Chantal Auby, Dominique Farrouillat. OK, mais c'est ça. C'est une belle comédie française. Belle, c'est une bonne comédie française. Mais le pire, c'est que je me souviens de cette affiche-là. Et on dirait peut-être parce que c'était écrit Les Nuls. Je me sais qu'à l'époque, quand j'avais 14 ans, là, je m'étais pas attardé à ça. Mais là, tu vois, tu me donnes envie de revisiter mes années d'adolescence et y voir un peu plus clair. Cool. Ouais, c'est vraiment super. Puis on n'en parle pas beaucoup ici. Ça, en effet. Voilà. Quoi d'autre? Ensuite, on n'y va pas avec toi d'abord? Oh non, vas-y donc. Okay. Puis après, je vais vider mon sac. Un film que j'ai vu hier. OK. Au clair de la lune. OK. T'as vu ça avec Michel Côté, qui joue un albinos.
OK, je pense que je l'ai pas vu au clair de la lune. Ah non, J'ai est-ce que vu un c'est de cinéma- qui, ça? C'est de... De Fortier. Ah, c'est ça, oui, ça, je l'ai vu. Excuse-moi, oui, 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 oui. Très bon film. oui, c'est très drôle. Très Même- bizarre aussi, comme les films de Fortier. D'ailleurs, je peux faire le petit résumé. C'est 1983. Un albinos étant lié d'amitié avec un homme sandwich entreprend de l'aider à redevenir le champion de quilles qu'il a été. Pendant ce temps, un maniaque s'amuse à crever des pneus dans le quartier. Ouais. Je sais pas si c'était la magie du cinéma qui m'a fait autant apprécier ce film-là, le fait de le voir dans une grande salle avec beaucoup de Ah, monde. tu l'as vu? À la Cinémathèque, il repassait hier soir. Est-ce qu'ils font une espèce de résumé de la vie de Forcier en ce moment ou c'était juste au hasard? J'ai une idée. OK, t'es allé... Est-ce qu'il y avait beaucoup de gens? Quand même. J'ai été surpris. Je pensais qu'il allait avoir beaucoup moins de monde, mais Ok. je dirais que la salle était peut-être à moitié remplie. Mais quand même, Quand même. pour un film des années 80, Ah oui. mais qui est encore, tu sais, le cinéma d'André Forcier continue constamment à fasciner les gens. C'est le Donc, fun parce que c'est un film qui est bizarre, mais qui a aussi une histoire qu'on peut suivre. C'est pas non plus des choses Ouais. à la Lynch où ça Oh, enchaîne oui. les trucs bizarres sans lien. Non, non, absolument. Puis c'est aussi très absurde. Là, je suis très client de ce genre d'humour, donc Ouais, puis après une super... j'ai été tu sais, satisfait. Michel Côté, Guy Lécuyer, Mhm. Pierre Giard, Michel Gagnon, Gaston Lepage, Robert Gravel aussi qui est là-dedans. Oh, oui, des courtes apparitions. Non, il y a des pas pires... c'est sur de la fiction. C'est aussi une comédie, là, quand même, fait important à Oui, mentionner, c'est ça. parce que sur la lecture de ce que je viens de dire, peut-être que ça a l'air juste bizarre, mais non, c'est assez amusant. C'est Là. une comédie, il y a des bouts un peu dramatiques aussi. Ça mélange un peu de tout. En tout cas, si tu commences Donc, c'est à super. plonger dans l'univers de Forcier, là, est-ce que Ouais, t'en c'était as mon fait? premier que je voyais. Oh lui. boy, ok, ben là, écoute, il y a ben des belles choses qui t'attendent. Ah, j'en suis sûr. C'est très cool. Alright, cool. Ouais. Puis j'en ai peut-être un dernier. Vas-y. On a découvert ensemble les films de... voyons, j'ai oublié son nom. Harry Astor ou... Non, cette année, on s'en est regardé beaucoup. C'est Journal d'un coopérant que je vais parler. Ah, de Robert Morin. excuse-moi. Robert Oui, Morin, oui, exactement. oui, ça, Robert, on en a écouté quelques-uns Ouais, c'est ensemble. ça. Ouais. Puis Journal d'un coopérant, c'est celui qui m'a le plus, je dirais, un de ceux qui m'ont le plus surpris par rapport au fait que j'en avais jamais entendu parler avant, qu'on me parle des films de Robert Morin. On parle tout le temps, souvent des mêmes, Petit Papa de Noël, Ouais. pour un beau sans cœur. Mais celui-là, on m'en a pas tant parlé. Quand je l'ai vu, ça m'a surpris à quel point, forcément, c'est très choquant, comme beaucoup de ses autres films. Mhm. C'est assez cru. Ouais. Pour ceux qui ont les cœurs sensibles, faudrait peut-être s'abstenir. Mais c'est une belle métaphore aussi. Pour l'histoire, en gros, c'est l'histoire de quelqu'un qui s'en va aider en Afrique des populations plus pauvres avec une organisation. Mhm. Et il va se passer des... Je Sans divulgacher rendre la mèche, absolument ouais. rien. Mais avec les choses qui vont se passer, ça va être un peu une métaphore de le rapport des Occidentaux avec l'Afrique, là, surtout Ok. des pays, de ce qui s'est passé avec le pillage des ressources. Moi, je l'ai pas vu, celui-ci. Faut dire qu'il y a un pas pire catalogue, quand même, Robert Morin, mais donc tu me le conseillerais. Oui, c'est très politique, puis c'est là-dessus qui m'ont vraiment beaucoup marqué et surpris. OK, cool. Oui, je pense que c'est dans mes préférés. Alright. OK, du bon cinéma québécois, j'aime ça. Je Regarde prends pas ça en peut-être en couple, faudrait peut-être s'abstenir parce que c'est un peu... note. C'est confrontant je me sentais pas bien dans ma peau. pour les autres. Pendant quelques Ah, j'adore ça. bouts, j'ai été content de voir le film tout seul, admettons. OK, cool. Alright. À ton Ben, tour. écoute, à mon tour. Écoute, c'est certain, tu sais, je vais le mentionner assez. J'ai beaucoup de trucs. Mon ami Stéphane Bureau, sur maintenant, tu sais, officiellement, on le retrouve avec son podcast Ouais, Contact. avec son podcast. Ouais, c'est exactement comme il aime bien dire. Et très cool. Moi, j'aime ça à chaque semaine. C'est maintenant une habitude pour mes oreilles. Après, il y a un nouveau podcast aussi qui va bientôt célébrer sa première année. Et c'est Tétragrammaton. Tétragrammaton. Avec Rick Rubin. Rick Rubin, qui est cette espèce de producteur prolifique dans le milieu de la musique, qui touche à toutes sortes de trucs, que ce soit le rock ou le hip-hop. Surtout, il est très marquant dans le milieu du hip-hop. Et qui a publié un livre sur la créativité il y a pas si longtemps. Il a une espèce de voix de sagesse qui est
extraordinaire. Pour ce podcast-là, ce qui est aussi agréable, je trouve, c'est qu'il n'a pas l'ambition de faire de l'argent. Il est tellement riche déjà, cet homme, qu'il n'y a aucune publicité. L'émission commence directement dans la conversation. On y va. Puis il va avec des invités, justement, avec sa notoriété. Il va chercher des gens vraiment passionnants. Il y en a un avec Terry Gillingham. Après, il y a un des bons, si vous voulez vous initier à une bonne conversation profonde, c'est celle avec Nick Cave, dans lequel Nick Cave revient sur la mort de son fils. C'est très beau, c'est très touchant. Et il a toujours un angle intéressant. Puis même, je dirais qu'au-delà de ça, en plus, la production est intéressante dans le son. Évidemment, c'est quelqu'un qui est sensible au son. Alors, il va avec sûrement avec une prise de son, un micro un peu à l'ancienne, quelque chose de super timbré pour les discussions. C'est bizarre à dire, hein, on parlait de micro pour que les gens qui discutent, mais il a fait une recherche. Il offre une qualité sonore vieillotte qu'on n'entend pas vraiment dans le milieu du podcast. Puis ça m'a beaucoup touché. Donc oui, absolument écoutez. Si vous aimez vous amuser un peu, ça se peut, j'en ai parlé déjà, il y a Un pays dans l'oreille, qui est un de mes podcasts préférés cette année, avec Bric et Brac québécois, des poètes nationalistes qui nous font bien rire. Couple ouvert, que je me suis beaucoup amusé aussi. Dans l'humour, un dernier en anglais, Bad Friends, avec Andrew Santino et Bobby Lee. Deux bons amis qui s'aiment et qui se détestent en même temps, s'amusent à faire un peu d'improvisation, tout ça. Moi, ça fait quand même ça fait déjà 3 ans que le podcast existe. Moi, ça m'amuse énormément, alors je vous le conseille. Pour ce qui est de la musique, oui. Alors pour la musique, ça, c'est toujours un peu chargé, mais j'ai essayé de résumer ça. Mes 2 albums francophones de l'année préférés. Tout d'abord, il y a Alex Berger avec l'album Ça s'invente pas, qui sortira d'ailleurs. Notre épisode avec lui le 8, si je me trompe pas, le 8 janvier, dans lequel on va aller en détail sur la création de ce disque fabuleux du country québécois. Tout ça manié par un jeune artiste avec une proposition, une vision différente. Moi, j'ai beaucoup aimé, beaucoup touché. Un autre, évidemment, je suis un grand fan de musique traditionnelle. C'est plus fort que moi, ça va me chercher dans le sang. L'album Noé du groupe Les Chauffeurs à pied, du trad. Comme on l'aime. Les Chauffeurs à pied, ce que j'aime bien d'eux, c'est que les arrangements sont bien faits. Et surtout, c'est du trad avec une saveur, avec un petit sourire, avec un peu d'humour. Quand c'est le temps d'être sérieux, ils le sont. Quand ils le sont pas, ils le sont vraiment pas. Ça, j'apprécie ça de ce groupe. Sinon, il y avait aussi en anglais, il y avait le groupe Islands, dont je suis un très grand fan depuis le tout début, et le nouvel album qui s'appelle And That's Why Dolphins Lost Their Legs, qui est toujours mené par Nick Diamond, encore une fois lui aussi avec un peu d'humour ici et là, mais toujours des beaux arrangements. Moi, j'ai beaucoup apprécié. C'était le retour de Beyrouth cette année avec son album Hadsel, Hadsel, qui est toujours, qui garde encore un peu la même essence dans sa création, mais qui, cette fois-ci, c'est apprécié, au lieu de prendre l'accordéon comme instrument de base, rassembleur, il va avec l'orgue. Et ça, je trouvais ça assez original et très beau. Mais mon album dans lequel je me suis noyé à maintes reprises cette année dans les nouveautés, il y avait Sufjan Stevens avec Javeline. Ce cher Javeline, je peux, je pense, vous chanter chaque ligne de chaque instrument. Je me suis vraiment fait plaisir. Je l'ai surécouté, peut-être un peu trop. Et là, mais je peux juste vous le conseiller si vous aimez évidemment cet univers de Stevens, dans lequel il remet tout ça avec des réflexions justement sur ses croyances, sur Dieu. D'ailleurs, il se relève d'une maladie, du réapprendre à marcher. Tout ça, c'était assez mis discrètement par les médias. C'est un artiste c'est le plus anti-artiste des artistes. Il déteste la notoriété, il déteste d'être populaire, mais ça donne quand même de la très belle musique. Et un album qui est d'un autre temps, d'une autre époque, 2013, Andrew Bird, ce cher violoniste chanteur, qui est aussi comédien. On a pu le voir dans Fargo
saison 4, la télésérie, il y a cet album qui s'appelle I Want to See Poletski at Night. Tout est enregistré chez lui dans son appartement avec les loops qu'il fait si bien au violon, tout un album fait de violon. Et dans lequel on entend même tous les détails, on l'entend appuyer sur les pédales pendant qu'il fait. Il ne cache pas le matériel qui l'entoure. Au contraire, ça donne encore plus de vie à cet album. Alors, je vous le conseille fortement. Ça, c'est pour la musique. Pour ce qui est de télésérie, eh bien, évidemment, j'en parle trop, puis il faut que j'arrête d'en parler, mais How to with John Wilson, qui s'est clôturé cette année avec une dernière saison. C'est fabuleux. C'est du grandiose. Je l'ai dit plusieurs fois. Allez l'écouter. C'est vraiment beau. Sinon, en ce moment, on est dans la saison 5 de Fargo. Fargo, c'est pas de la télésérie. Ce n'est pas de la télévision. C'est du grand cinéma, comme à chaque fois. Si vous aimez Shakespeare, vous allez aimer Fargo. Ça va avec des personnages surdimensionnés, riches et troublants à chaque fois, mais aussi avec, encore une fois, une pointe d'humour. L'humour est toujours un peu en arrière-plan, si on peut dire ainsi. Et ça, c'est pour la télévision. T'écoutes pas, toi, beaucoup de téléséries, Olivier? C'est pas trop ton truc. T'es plus trempé dans le cinéma, là. Non, effectivement. Surtout que parfois j'arrive devant des séries qui ont beaucoup de saisons et ça me fait peur. Puis avec c'est intimidant, puis j'ai souvent plus envie de m'embarquer dans une petite chose. Ouais, puis t'as raison d'avoir peur parce que tu sais, je veux dire, c'est un investissement là, aussi. Oui. Je pense que je gère pas aussi bien mon temps parce que là, quand je veux faire des choses, j'ai l'impression de pas avoir beaucoup de temps et quand je veux pas faire de choses, j'ai beaucoup de temps libre. Ouais, non, je comprends. Donc, il y a ce problème-là. Moi, pour le cinéma, j'ai pas tant de... C'est bête, hein, quand même, mais je trouve pas que c'était une très grande année de cinéma. Non, effectivement, là. Moi, c'est surtout des films qui dataient de post-année. Je dois admettre que t'es là. Mais je dois quand même souligner, parce que je l'ai écouté hier soir, puis ça m'a fait triper, ça m'a fait vibrer. C'est la sortie de Maestro, c'est ce biopic de Leonard Bernstein. Tu l'as vu finalement? Je l'ai vu finalement j'ai pas boudé mon plaisir. Je me suis amusé, j'ai été ému, j'ai trouvé ça beau. Bernstein, et c'est drôle parce que finalement je boucle l'année de la même façon que l'année dernière, c'est-à-dire avec un film de chef d'orchestre. L'année passée c'était avec Tar que j'avais capoté, qui était chef d'orchestre fictive. Là cette fois-ci c'est un vrai personnage que j'admire depuis tellement d'années par tout le nombre d'enregistrements qui existent, autant audio que audiovisuel. Bradley Cooper est vraiment m'a fasciné, m'a impressionné. Pas tant pour son incarnation du personnage, ça il le fait admirablement. Probablement qu'il va gagner un Oscar avec ça, il y a pas de doute. Mais ce qui m'a surtout surpris et plu, c'était toute cette mise en scène. La mise en scène qui est formidable. L'idée d'avoir toujours la salle de concert étant le centre de la vie et dans laquelle chaque scène on ouvre une porte sur cette salle avec différents moments. La première scène d'ailleurs, il se lève, il court, il ouvre une porte, il est dans la salle comme s'il vivait dans la salle, mais il vivait là-dedans quelque part. Il vivait juste pour la musique. Il aimait tellement la musique et tous les rôles qu'il a pu avoir, que ce soit compositeur, pédagogue, interprète. C'était un super pianiste en plus. Et il y en a plus des personnages comme ça aujourd'hui, des gens qui sont profondément amoureux de la musique comme il l'a fait. Moi, ça m'a énormément touché. Il y a une scène en particulier dans laquelle il est avec, il rencontre sa femme pour la première fois, puis il est sur scène, c'est une espèce de fable, il essaie un peu de la courtiser, mais à travers ça, il danse, et dans cette danse, on entend plusieurs extraits de ses propres compositions, des œuvres qu'on entend moins souvent, en fait. Et ça, c'est habilement fait. Il y a même, les transitions sont belles. Vraiment, et en plus, Bradley Cooper, première réalisation, c'est admirable, vraiment admirable. Je vous le souhaite. Puis en plus, après ça, après avoir vu le film, allez vous amuser à avoir un peu des trucs de Bernstein lui-même. C'est vraiment impressionnant. Je dirais que
pour un point de vue cinéma, c'est ça qui m'a le plus jeté. Sinon, il y avait ce film d'horreur dont j'ai parlé, Talk to Me, que j'ai beaucoup aimé, que j'ai trouvé ingénieux dans sa façon de développer. Évidemment, c'est de l'horreur. Si vous aimez pas ça, il y a des scènes aussi très dures dans ce film, mais c'est le fun, c'est cool. C'est des jeunes, c'est des ados, ou fin ados, qui se retrouvent avec une espèce de bébelle qui ressemble un peu à Ouija, et les choses virent évidemment très mal. Et la conclusion est le fun. Mais moi, j'aime les films d'horreur. Donc, si vous voulez vous faire peur un peu pendant les fêtes, faites-vous plaisir. Je pense que vous allez en avoir pour votre argent. Disponible d'ailleurs en ce moment sur Crave ou Netflix. Je pense Netflix, il est là, il est gratuit. Alors, faites-vous plaisir. Maintenant, mon invité, avec qui j'étais si heureux de discuter. Ça faisait longtemps qu'on essayait de se trouver un moment. Elle est très occupée. Et on a réussi. Puis je trouve que cette conversation-là méritait d'être offerte aujourd'hui à Noël. Un petit cadeau juste pour vous. Et la voici, l'auteure, compositrice, interprète Ariane Moffat. Depuis les débuts de son impressionnante carrière, Ariane Moffat est indissociable de la chanson francophone actuelle. Auteure, évocatrice, musicienne versatile, activiste et maman à temps plein, elle demeure une des figures les plus présentes, créatives et appréciées du paysage culturel québécois. En 2002, un album sans prétention à grande sensibilité entre dans le cœur des Québécois. On parle évidemment d'Aquanaute, le premier d'une jeune Ariane Moffat à la plume expressive et à la voix clair-obscure. Le disque initial rafle 3 prix Félix. En 2005, Moffat sort Le cœur dans la tête, un nouvel opus présentant de nouvelles sonorités, dont le contagieux tube électro-reggae Montréal. L'album permet d'ajouter 2 Félix à sa collection. Et en 2008, place à tous les sens, parfait cocktail de groove et de refrains qui s'installe dans l'imaginaire. Un disque bientôt bardé de prix. En 2012, on accueille M.A., un album bilingue, qui marie l'organique et la sensualité avec des échantillonnages de haute volée. L'auteur-compositrice-interprète poursuit sa trajectoire avec 22h22, un album de pop onirique où l'intime rencontre le monde. À l'automne 2018, Ariane Moffat nous proposait un album, Petite main précieuse, disque chaleureux et sensuel qu'elle qualifie depuis ses premières maquettes de néo-70s. Le printemps 2021 marque la sortie d'Incarnat, qu'Ariane Moffat réalise aux côtés de Marc-André Gilbert. Il s'agit sans doute de l'album le plus sensible et le plus singulier de sa carrière. Un album sur le fil, un album visuel où les mélodies et les mots s'entremêlent comme jamais pour former un tout plus que jamais attachant. Voici ma conversation avec Ariane Moffat. Voilà, c'est parti en pleine grève. On réussit à se voir. Oui. Quand même. Ouais. Et puis, tu sais, en pleine grève, puis on se voit. On peut-tu en parler de ça? Certain. À l'école. On est à l'école. Et ce n'est pas un poisson d'avril. Ce n'est pas un poisson d'avril. Est-ce que tu en as beaucoup parlé à date de ça? De mon retour sur les bancs. J'en ai pas parlé beaucoup parce qu'en ce moment, je suis comme dans une période où, tu sais, j'en parle à mes proches, mais je suis pas nécessairement dans les médias à raconter que je... Mais oui, je termine... Tu termines un baccalauréat en musique. Oui. Moi, c'est quand même... Cette rencontre-là était pas pire parce que moi, je suis chargé de cours ici. Je suis pas professeur, je suis chargé de cours. Entre 2 étudiants, je vais à la salle de bain, je te vois sortir de l'ascenseur, je fais « Hey! » Certains, vite demain, je fais « Ah, viens faire une conférence, cool. » Comme un gars, tu fais « Ah non, je viens prendre un cours. » J'hallucinais bien raide. Mais parce que faut aller peut-être un peu dans la petite histoire de ça. Tu avais commencé à étudier ici il y a plusieurs années. Complètement. Ça a été... j'ai fait mon DEC à Saint-Laurent, au Cégep Saint-Laurent en chant de jazz, puis j'ai fait un début de bac, une majorité de bac ici à l'UQAM, 2 ans sur 3. Puis c'est vraiment en commençant à jouer au niveau professionnel, c'est-à-dire à l'invitation de Marc Derry qui m'a invité
à venir en tournée. Il y a de ça, début des années 2000, là, j'ai dû rater ma rentrée de ma dernière année de bac. Et ça fait plus de 20 ans maintenant. Puis j'ai toujours eu comme un petit feeling de choses, j'aime ça finir ce que je commence. Il me restait plus tant de cours que ça, puis j'aimais beaucoup la formation. Et ça fait quelques années que Dominique Primo, qui est la prof de chant maintenant, responsable du programme de musique, qui, tu sais, elle m'a déjà invité pour un petit masterclass, elle m'a déjà dit un bac honorifique, nanana. J'étais comme, non, ça me tente pas. Ouais, je comprends. On a trouvé une façon, avec des équivalences de quelques-unes de mes années de pratique musicale, à faire en sorte qu'il ne me reste pas grand-chose, puis que je retourne dans le même département. On se parle dans un local où j'ai probablement étudié. Des cours de solfège. C'est ça, la même prof. C'est ça. Fait que c'est vraiment formidable dans cette année pour moi, qui est une espèce de... je l'appelle mon automne acteur studio, une espèce de touche à tout, de recul de la routine ou le cycle habituel de dire, OK, je finis une tournée, j'écris des tunes, je fais un album. Je me sens pas là. Fait que ça, c'était une occasion en or. Ça fait un bout que tu fais ça, tu sais. Oui. Mine de rien, là, tu sais, on regarde, tu sais, en préparation à se rencontrer, je me suis mis à scroller, à regarder tout le nombre d'albums que tu as fait, de collabos, puis de projets on the side, pour de la TV, de la scène, tout. C'est comme... C'est une productivité... dont je suis curieux qu'on va développer. Mais, admettons, pour clôturer le truc de l'UQAM, ici, donc, tu fais des cours, je suis juste curieux, tu apprends des trucs, pas en arrangement, je présume, mais c'est plus pour vocalement, tu travailles ta voix. Un cours de chant qui vient avec la lecture à vue, la lecture rythmique. Mais le cours de chant, c'est que Dominique Primo, elle, est passionnée d'une technique qui s'applique autant pour les chanteurs que pour les acteurs. Sur la compréhension de l'appareil vocal. C'est une approche qui s'appelle Still Voice, et donc qui est très, très anatomique. Tu sais, souvent, quand on enseigne un instrument comme la voix, on voit pas les cordes comme ça. Non, c'est invisible. C'est invisible. C'est beaucoup des sensations, des images, des métaphores, mais cette approche-là est super anatomique. Fait que la hauteur du larynx, toutes les parties musculaires qu'on nomme, puis c'est comme des ingrédients différents sons, de façon de placer la voix, puis après ça, c'est comme si on cuisinait à partir de ces éléments-là pour créer ce qu'on veut, comme amalgame de ton. Puis est-ce que ça crée juste plus de tonus, plus de soutien dans le son? Ou je dirais que ça m'amène à voir un peu autrement le fait de chanter, peut-être de moins associé à tu sais, justement, le soutien dans cette approche-là, il vient pas nécessairement de contraction du diaphragme, il est forcé quand on chante haut. Exact. C'est vraiment plus de penser comment placer l'instrument pour arriver à faire des choses finalement sans forcer, moins en tout cas, puis de pas voir plus haut, plus fort, plus dur, plus... non, je comprends. Il y a ça, puis il y a le besoin de comme dans n'importe quel métier, de la formation continue. Tu sais, moi, j'ai pas fait de technique vocale depuis que j'étais ici à l'école. Alors, de juste revisiter ça, tu sais, de faire des styles un peu musical, de revenir, mettons, aussi à mon amour du jazz, écrire des scats, c'est ça qu'elle me fait faire, écrire des solos, chanter. Mais pas du repiquage, t'écris des trucs originaux. Exact, mettons, avoir une idée, mais l'écrire à la main sur une partition, puis après ça, l'interpréter. Ça permet aussi de me rafraîchir sur toute l'harmonie, les bonnes notes à choisir dans un solo. Fait que c'est un exercice d'humilité, je te dirais, parce que quand t'as pas vu un standard de jazz, puis là que let's go! Ou tape-moi ça, ce rythme-là, j'étais rouillée. Mais toi, ta lecture puis tout ça, ça a toujours été homme quand même. Dans mon métier pratique, j'ai pas exercé ça beaucoup. Ça allait en dormance, là, c'est-à-dire que j'ai pas... Mais dans ton processus créatif, quand tu t'installes, justement... ton instrument de prédilection, c'est le piano. Oui. Bon, mais tu te mets quand même à noter tous les accords? Oui, tu sais, mais je note les accords à l'américaine, mais je ne vais pas nécésairement écrire ma mélodie avec, tu sais, je ne vais pas écrire sur une portée. Ça va être vraiment les textes, les couleurs d'accords que je vais noter, oui, mais c'est pas comme aller chercher le color tone dans un accord qui va faire que ça va sonner super riche. Fait que ça, c'est vrai que j'ai... Puis... Tout au long de mon parcours, ça m'a toujours trotté dans la tête de « Ah, c'est le fun, l'école. » Tu sais, ça te remet en contact avec le langage, tu le sais très bien. Mais ça, j'en suis jamais sorti. J'ai étudié pour pouvoir rester encore plus longtemps à l'école puis pouvoir enseigner. Mais tu sais, mais c'est, en tout cas, chapeau, moi. Non, mais c'est un exemple parce que j'arrête pas de souvent, il y a des étudiants qui vont lâcher puis qui lâchent, me disent « Ah non, j'en ai plus besoin. » Je suis comme « Ouais, mais... » Oui, mais c'est le fun de finir les choses. Ouais, moi, ça, c'est un concept. Parce que, tu sais, entre toi et moi, j'ai pas 4 cours pendant cette session-là. Non. C'est pas ça l'idée, mais c'est de dire, j'étais pas loin et j'aime encore ça, puis ça tombe dans une belle période de ma vie. Pourquoi
pouvoir aller voir, puis voir comment ça peut enrichir aussi après ma créativité, tu sais, parce qu'un instrument qu'on continue de développer, ben, il nous amène dans des endroits qu'on n'aurait pas nécessairement anticipé si on n'était pas allé chercher. Non, mais c'est vrai. Moi, j'étais obligé de me remémorer la première fois que j'ai compris ton existence ou que j'en étais conscient. Et ça m'a amené, écoute, dans des pas pires souvenirs. J'ai peur. Moi, je suis tellement poche avec la genèse des rencontres. Non, pas notre rencontre personnelle. Plus la rencontre de la musicienne sur scène. Ça, c'était bien avant. Ouais. Parce que nous, on s'est rencontrés, je pense, dans les années 2008, 2009, je sais plus trop. Or, c'était, je pense, 98 ou 99, ou peut-être même 2000, mais c'était avec ma blonde du cégep, Violaine de son nom. Elle puis moi, on avait découvert Marc Derry à Joliette. J'avais été à l'UQAM à ce moment-là. C'est ça, t'étais étudiante. Puis Marc Derry était venu faire un show, puis j'allais même pas voir Marc Derry. La première partie, c'était Yann Perrault, que je connaissais, puis c'est lui, ça c'était Yann quand il commençait solo, piano, machin. On allait voir Yann, puis par hasard, ben, il y avait Marc Derry. Puis là, écoute, gros coup de cœur, je capote, j'achète le disque, ça n'a pas de bon sens. Puis là, on voit qu'il fait une collabo avec Daniel Bélanger au Saint-Denis, à Montréal. Les Franco sur la route avec Mino Sinelli, le grand percussionniste. Exact. Et là, t'étais là. Oui. Puis, on arrive au show, on s'est acheté des super bons billets, on était monté de Joliette, et les gars, à un moment donné, ils ont laissé place de jouer tes affaires un peu. Ouais. Puis je me souviens encore... Puis là, ton album n'était pas encore sorti. L'album n'était pas sorti. Puis je me souviens qu'on l'avait sorti, mais j'ai fait « Hey, elle, je pense qu'on va... on va l'entendre beaucoup, ça va rester dans le coin. » Puis, et c'est le cas, hein, je veux dire... mais là, moi, je suis curieux un peu de ces années-là, parce que Marc Derry, c'est encore quelqu'un que j'aime beaucoup. Ouais. Moi, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Ses albums m'ont super gros marqué. Évidemment, Daniel Bélanger, moi, ça me ramène encore plus loin à l'adolescence. Comment tu t'es retrouvé là? Tu sais, souvent, on parle de mon association avec Daniel, puis c'est beaucoup ça qui ressort parce que ça a été les premières gigs où le plus grand nombre m'a découvert, peut-être parce que je faisais les premières parties. C'était la tournée Rêver mieux qui a été super marquante. Mais moi, je dis toujours, attention, Marc est rentré ici à quelques rues dans un bar qui s'appelait le Jason à l'époque, qui est juste en face du Cégep du Vieux-Montréal. Puis avant le Jason, c'était autre chose, mais tu sais, c'était un des lieux qui n'existe plus à Montréal où on avait des sets live. Puis moi, je jouais là. Puis j'étudiais à ce moment-là, pas encore ici, mais à Saint-Laurent. Puis je revisitais avec mon amour de la pop depuis toujours des tunes de The Police, Bob Marley, mais avec des arrangements un petit peu plus denses, des cuivres qui venaient du cégep, puis donc des soirées. Puis à un moment donné, Marc est entré avec son gros sac à dos de gars qui marche dans la ville, puis qui est curieux, puis qui est tripeux, puis il m'a aperçu avec un scotch entre les jambes au piano, puis il m'a trouvé dans ce bar-là. T'es-tu sérieux? Simple de même? Simple de même. Et ça correspondait au moment où lui s'est un peu désaffilié de sa grande proximité avec Alain Quirion, qui était son meilleur ami batteur. Ils sont redevenus proches, mais à ce moment-là, je pense qu'il y avait un petit bug. Et donc, il m'a demandé, veux-tu... autour de son premier album, son éponyme, veux-tu venir avec moi en tournée, remplacer Alain qui chantait énormément. Oui. Donc lui, il a engagé un autre batteur, puis il m'a dit, viens faire des claviers. OK, je comprends. Et c'est là que tout est dans tout. Donc à cette rentrée-là suivante de ma 3e année d'université, j'ai fait, je vais partir avec Marc Derry. Et la tournée dont tu parles, des Franco sur la route, ça a été la rencontre avec Daniel, parce que moi, j'y allais en tant que musicienne de Marc. Et j'ai rencontré Daniel, il y avait c'est incroyable ce terrain de jeu-là. Moi, j'arrivais dans les grandes ligues, des shows à Place des Arts, tu sais, puis Mino Sinelli, qui est un percussionniste, qui a joué avec Tori Amos, entre autres. Oui. Mes idoles. Et donc, c'est à ce moment-là que Daniel a demandé mes mains à Marc pour dire, pour la tournée de Rêver mieux, viens donc clavier. Fait que c'est vraiment Marc qui m'a toujours appelé Baby Star, encore aujourd'hui, qui m'a regardé d'une manière qui m'a tellement permis de peut-être croire que j'avais ma place, tu sais, dans cette industrie-là. Il m'a donné confiance, il m'a fait sentir d'une grande valeur. Puis j'ai toujours trouvé que j'avais été chanceuse d'avoir ce regard-là porté sur moi pour affronter un peu le début d'une carrière puis essayer d'avoir un peu confiance dans un terrain de jeu. C'est une bonne histoire, ça. Tu sais, parce que ça t'arrive-tu des fois aujourd'hui de te pincer un peu? Puis de dire, tu sais, d'être dans la reconnaissance, de faire qu'est-ce que...
C'est fou que ça s'est passé. Tu sais, même que, sûrement quand tu étais au Jason, que tu jouais, que tu montais tes trucs, tu ne fais pas penser nécessairement que ça allait devenir ça, tu sais. C'est sûr, effectivement. Mais j'étais tellement craquée. Tu sais, le manque de... Tu sais, le côté décomplexé, la confiance aveugle, l'ambition qui nous fait foncer dans le tas quand on est jeune. Ça, j'étais habitée de ça. Fait que autant, chaque chose qui m'arrivait était magique, les synchronicités de la vie qui me faisaient rencontrer telle ou telle personne. Autant, je me disais, c'est là que je m'en vais, c'est ça que je veux. Mais oui, aujourd'hui, je me dis, ces rencontres-là, ensuite, le fait d'être présenté à un public aussi mélomane, aussi attaché à la chanson francophone qui était le public de Daniel, ça a été une bénédiction, ça a été la source qui, après, m'a permis d'avoir des gens curieux autour de mes albums, puis d'avoir, tu sais, que si j'avais envie de me redéfinir d'un album à l'autre, je savais qu'il y avait des gens qui étaient intéressés par ce type de démarche-là, qui n'attendaient pas d'un artiste qui fasse toujours la même chose pour les réconforter. Puis ça, c'est grâce. Ouais, c'est drôle que tu dises ça. C'est vrai qu'il y a une association d'idées aussi avec Daniel, parce que Daniel, c'est ça. Ben oui. Daniel, il fait ses albums. C'est une thématique différente à chaque fois. Puis même des fois, tu peux pas nécessairement aimer la thématique, mais à un moment donné, elle va t'accrocher. C'est ça qui est weird. Parce que le joyau au cœur de tout ça, c'est sa sensibilité, son writing incroyable. Fait qu'il t'amène dans son trip, puis tu finis par... À un moment donné, t'adhères. Moi, l'album, c'était quoi son album de country, là? J'oublie toujours le nom, là, mais celui qui est allé faire... Il est allé faire à Nashville, tout ça? Oui. Hey, ça, je l'ai... Chic de ville. Je l'ai refusé pendant 1 an, cet album-là. Je l'ai refusé. Puis à un moment donné, j'ai fait, regarde, bon, j'avais écouté 2 singles, j'ai fait, non, il n'y en a pas question. Puis finalement, aujourd'hui, c'est encore un de mes préférés. Ouais, bon, tu sais, c'est comme ça. Des fois, ça prend des tournures. Ben, c'est ça, puis c'est ça qui fait que Daniel aussi, puis tu sais, comme son public le suit, puis parce qu'il cherche à se faire aussi amener dans des zones qui sont pas toujours attendues, puis qui demandent une adaptation parfois. Tantôt, tu parlais justement au Jason, les espèces de trucs de police, que tu revisitais tout ça. Ouais. Moi, je suis un peu curieux de ton origine avant d'aller au Cégep Saint-Laurent. C'est quoi ça? Ça vient d'où, ça? Tu fais un geste avec tes mains qui a exactement la grandeur du clavier Korg 001W avec un floppy disk qui contenait un séquenceur 16 tracks. Que t'avais chez vous. Que j'avais chez nous, qui était l'apothéose de moult anniversaires avec des claviers de plus en plus gros. J'ai commencé avec la petite Casio, mais moi, je me disais à mes parents... OK, le prochain que j'aimerais avoir, c'est celui-là. Mais quel âge? Quel âge t'as commencé? Genre, tu sais, 15, 16 à peu près. Oui. Ben oui, fait que moi... Pas de training classique? Non, pas du tout. Un prof de piano, quand j'étais à Québec, là, moi, je suis née à Saint-Romuald, sur la rive sud, là, dans la marina, là, le creux du vieux pont de Québec, là, cette petite zone-là, qui était encore pas très développée à l'époque, donc il y avait un caractère presque campagne. J'étais dans un cul-de-sac, puis il y avait une madame qui donnait des cours dans le quartier, puis à chaque fois que j'allais prendre mes cours, je revenais avec ce que j'avais composé. Ma mélodie, j'étais un peu dans cette approche-là, avec une madame bien pas trop sévère, qui me permettait d'explorer un peu l'idée de composer des mélodies. Et oui, à chaque anniversaire, je voulais un clavier, parce que j'avais cette curiosité, cette passion-là de faire de la musique avec un peu n'importe quoi sans être formé, juste pour le trip. S'il y avait une guitare de 3 cordes chez un souper de mes parents, je voulais faire de quoi avec ça. Fait que j'ai commencé beaucoup en repiquant des Ben Harper, Tori Amos, écouter la ligne de bass, essayer de faire mon beat dans le drum du clavier, sauver mes affaires. Fait que je me suis, de façon autodidacte, on peut dire que ce que je faisais à 15 ans, c'est ce que je fais aujourd'hui. Là. Juste avec plus de moyens aujourd'hui. C'est ça, avec un studio là, que j'ai, puis plein de home studios que j'ai toujours développé de plus en plus, que j'ai fait 40 000 affaires à la télé, whatever. Mon essence, ce qui me fait encore plus triper aujourd'hui, c'est drôle, quand on en parle, ça me permet de finalement réaliser ça. C'est ce que je faisais dans ma chambre à 15 ans. C'est encore ça que je cherche, faire de la place pour ça, pour être au studio, pour producer, pour... Avec, là, trouver tes couleurs, trouver tes trucs, le groove. Le côté technique aussi, tu sais, le son, la production. Wow. Fait que ça a commencé comme ça, mais il faut dire que je suis allée dans un collège sur la rive sud de Montréal, de Saint-Paul-de-Varennes, pour pas le nommer, avec un prof, là, comme dans les films. Je l'ai souvent dit dans des entretiens comme ça. Jean-Guy Larin, qui est un percussionniste contemporain, comme de formation à l'université, qui tripait sur Michel Lemieux, les shows, tu sais, Robert Lepage, qui montait des shows à l'école avec son chum de
de techniques audiovisuelles qu'il nous faisait faire avec des hologrammes, une reprise de la comédie musicale Nelly Gant jouait ça avec des projections, en tout cas, bref. OK. J'ai vraiment été dans un bassin stimulant au secondaire. Alors, j'ai lâché à ce moment-là, je jouais au basket, croyez-le ou non. J'étais une petite garde qui shootait des 3 points. Et là, quand la musique est entrée dans ma vie au secondaire de façon plus officielle, le basket, les tournois du week-end ont pris le bar, puis c'est devenu les comédies musicales qu'on montait à l'année. Puis lui, il m'a créé un programme au secondaire 5 pour préparer mes auditions pour le cégep. Mais voyons. Ton parcours est quand même pas payé. Puis, on a des hauts et des bas, mais dans ton cas, je vois pas... Il n'y a pas des souvenirs, mais des souvenirs douloureux de musique, de comme tu disais, prof sévère, ou d'obliger de pratiquer, puis que ce soit un lot. Je regarde ma blonde aujourd'hui, qui est allée au Saint-Nom-de-Marie, qui était violoniste, quand même de haut niveau, mais qui avait un rapport. Elle fait du violon? Oui, elle en a fait beaucoup. Elle m'a jamais... elle m'a jamais ouvert... Elle est très secrète et humble. Okay. Et aussi, moi, depuis que je l'ai rencontré, son oreille est fantastique. C'est juste ça, puis son sens critique sur l'art, puis sur... toujours super pertinent, mais c'est aussi grâce au violon. Mais pour elle, exactement, ce que tu viens de nommer là, c'est associé au stress de performance, puis au fait de jamais être bien, de jamais triper. Fait qu'elle, quand elle me voit... qu'on a des enfants, que d'un pied, je swing une petite chaise de bébé, puis dans l'autre, j'improvise au piano. Elle, ça l'a fait triper de voir que pour moi, la musique... Ouais, c'est pas ça. C'est autre chose. C'est ça. On cherche, on explore, on se fait plaisir, puis on n'est pas dans un résultat. La musique classique a hélas, une réputation... une réputation, mais aussi une demande tellement stricte et sévère par rapport à ce qu'on doit rendre, que justement, ça peut peser, ça peut être lourd. C'est sûr, puis les exigences techniques et tout. N'ont pas de sens. D'ailleurs, c'est vrai, j'avais oublié ça! C'est pour ça que j'ai dit en début d'entretien, c'est pas un poisson d'avril ou que je suis à l'université. Oh my God! Ah, sac, j'avais oublié. J'étais sûre qu'on allait en parler. Je pensais même pas en parler. OK, on va en parler. Attention tout le monde. Ça, c'était... OK. En passant, moi, le fait que tu as participé à la joke, j'ai aucun problème avec ça. Il y avait, OK, c'est pas tout le monde, là. Même si Libération en a parlé, c'est pas tout le monde en avril, ça qui fait Libération. Poisson d'avril, c'est l'année passée. Qui sort, qui dit que il y avait une audition à l'Orchestre symphonique de Québec et qu'il y a une photo de toi avec un alto dans les mains, puis ça dit, Ariane a rapporté un poste, c'est son petit projet secret on the side. Ou c'est rendu très, très loin dans le processus. Dans le processus. Ouais, c'est rendu dans le processus, tout ça, puis bon. Mais, et là, c'est publié partout. C'est un poisson d'avril. C'est tenu sérieux pendant quoi? 24 heures, peut-être? Ouais. Genre, il y a un article qui est sorti dans la presse, là. C'est ça. Puis il y a des gens très proches de moi qui m'écrivaient. Ça a duré peut-être 24 heures. Ça a mordu, mais solide. Puis moi, faut dire que parallèlement, c'est l'alto, c'est mon instrument. Non seulement ça, je connais tout le monde qui a auditionné pour ce poste-là. Je connais le gars qui a gagné, qui est un bon copain à moi, Lambertchen, qui est un altiste phénoménal. Le gars, c'est Rambo avec un alto. Il gagne toutes les auditions qui se pointent. Il a gagné l'OSM. Il a gagné... c'était chaud entre nous deux à la fin. C'est ça, vous deux. Puis là, ça sort, cette affaire-là. Évidemment, c'est une blague. Moi, je suis comme... Je trouve ça honnêtement rigolo. Ouais. Ça venait de l'orchestre, by the way. Parce que j'allais jouer à Québec, puis ils m'ont mis dans le coup pour, au départ, à l'interne, faire ça. Mais moi, le moment où je suis devenu berserk à propos de ça, c'était la réaction. Pas le fait que ça soit récupéré dans les médias. Non. Déjà, j'ai toujours dit, personne ne comprend ma réalité. Personne ne comprend notre réalité de musicien classique. C'est trop compliqué à expliquer aux gens à quel point que c'est difficile. Mais quand j'ai vu du monde du milieu musical, pop, mordre à ça, là, j'ai fait, voyons. Des gens que je respecte, avec qui j'ai enregistré de la musique pour eux, avec qui je parle, puis qui vous savent comment on manie de la musique, qui ont mordu à s'imaginer que c'est possible. Faire ça dans mon petit coin, comme ça, on the side, comme on est dans un club de curling. On fait ça depuis l'âge de 5 ans. Tous les jours, on pratique. C'est comme... c'est une moi, je me suis dit que les gens avaient beaucoup trop foi en moi. Moi, je suis comme, Ariane est talentueuse, certes.
Mais là, on va se calmer. Mais ça... Je me rappelle, t'avais réagi avec raison. Puis moi aussi, j'étais stupéfaite de voir que certaines personnes, musiciennes même, trained musicians, ben oui. des amis proches qui étaient comme, mais voyons donc, Harry, t'as pas fait ça, c'est capoté, wow! Puis en même temps, la seule affaire, une des raisons pourquoi je comprends les gens ont mordu, c'est que justement, t'es quelqu'un qui essaye plein de choses, ouais, tout ça. Mais il a essayé, mais sauf que ça m'a amené la grande solitude des musiciens classiques, à quel point les gens peuvent même pas s'imaginer. Peuvent pas s'imaginer que le processus d'audition de ça, c'est mental. Il y a c'est l'aboutissement d'une vie. C'est l'aboutissement d'une vie. Personne veut vivre ça. C'est l'enfer. Puis je l'ai répété, puis je le redis, puis encore, c'est les Olympiques. C'est la même chose que tu te préparais pour des Olympiques. Tu fais ça toute ta vie. Tu te prépares, là, mettons, il annonce... je pense que c'est un règlement de la Guilde. Quand il annonce un poste d'audition au Québec, je pense que c'est 2 mois et demi avant l'audition. Puis là, tu reçois écoute, ce moment-là que tu reçois le email qu'il y a une audition, puis que c'est ton instrument, que tu es concerné, puis que tu veux y aller, ta vie est bouleversée. Tout change et là faut que tu deviennes une machine. Mais pour se rendre là avant, tu as déjà fait d'autres. C'est vraiment difficile. Mais en tout cas, bref, moi je rigole. Mais l'affaire, c'est que en fait, ce que ça m'a amené, tout ça, après j'avais envoyé ça, l'article de cette blague-là, à quelques amis, dont Sarah Fortin, réalisatrice. Puis j'ai dit, il faudrait en faire. Finalement, on a repoussé ça marche pas parce que c'est trop compliqué, mais j'ai dit, j'aimerais ça, moi, faire un documentaire sur les auditions d'orchestre, mais que je sois le cobaye. J'ai dit, va, puis on filme tout. Le mode de vie ascétique avant, tu sais, la façon de gérer la performance, la préparation. Puis je fais l'audition, puis... Peut-être que je la gagne, puis peut-être pas. Puis c'est la vie. C'est comme, tu sais, combien de musiciens que je connais. Tu vois, il y a un altiste, Scott Chansey, qui a gagné l'Orchestre symphonique de Montréal l'année passée. Je pense qu'il m'a dit qu'il l'a fait 8 ou 9 fois l'audition avant de la gagner. Puis il se rendait en finale. Puis ça faisait, non, c'est pas encore ça. Bravo, il a fait ça pendant plus de 10 ans. Il a fait ça. Moi, j'ai goûté un peu sans m'éloigner trop du sujet parce que ça revient quand même à le processus d'audition. J'ai joué au cinéma pour la première fois à l'automne, puis ce que j'ai ressenti le plus, puis c'est même pas, c'est pas technique, puis une préparation aussi, mais les gens en jeu qui s'exposent toujours à auditionner pour des rôles, puis au refus, puis de recommencer, puis ça me faisait vraiment comme remonter sur un cheval une fois blessé, tu sais. Puis quelque part, je trouve que les auditions d'acteurs, d'actrices, c'est tellement dur, tu sais, c'est comme... C'est même plus une affaire de temps, c'est comme... des fois, t'as pas le physique de l'emploi. Là, t'es comme... Des fois, le réalisatrice a déjà tellement une idée de ce qu'il veut qu'il faut plus que tu fites dans une case que tu puisses offrir ce que tu as à offrir. Là, je parle en grande comédienne, mais j'ai juste fait comme 3 personnages. Tu sais, j'ai auditionné pour ce rôle-là dans Les Belles-Sœurs. Je suis retournée d'un personnage à l'autre, 3 chansons, 3 textes. Puis juste comme ça, comme baptême de feu, une fois que j'avais fait la première puis qu'on m'a rappelé, ça m'a fait vivre, tu sais, comme un côté d'une vulnérabilité, parce qu'en plus, j'ai aucune formation, j'ai pas, tu sais, j'ai aucun référent. Je me sentais, là, toute nue à devoir aller encore me montrer, tu sais. Et finalement, ça s'est bien passé. Ça a bien été, ça m'a amené, ne pas lâcher ce malaise-là, m'a amené à avoir un rôle, finalement. Sauf que tu es une adulte, puis tu as une expérience de vie, de scène qui est complètement différente. Moi, je te pose la question, parce que moi, c'était proposé pour ma plus vieille, de 9 ans. Toi, tu mettrais-tu tes enfants dans cet univers-là? Non. Non. Moi, jamais. Même avec jamais. Ma blonde, tu sais. Je pense que voir, mettons, ma fille faire une audition puis de pas l'avoir, puis le faire, pourquoi j'ai pu, c'est trop tôt. Enfants, jouons, allons à l'école si c'est possible. et vivons notre vie d'enfant, mais je porte pas de jugement, je regarde. Il y en a qui réussissent à jongler bien avec ça. Il y en a pour qui c'est tellement une vocation. Sauf que il y en a par contre beaucoup qui ont été blessés aussi là-dedans. Qui vont peut-être un peu plus tard pogner leur Waterloo, mais ça, c'est la vie. C'est la vie, ouais. C'est ça, c'est des choix personnels et tout, mais non, tout ce qui est casting, truc patente, jeu d'enfant, enfant star. C'est pas quelque chose que moi, d'aller vers ça, si les enfants en plus sont pas nécessairement. En tout cas, j'ai pas le goût de mobiliser ce genre de. Ils ont-tu un tempérament artistique? Il y en a. Georges, celui que. Tu sais, ma blonde a porté les jumeaux Paul et Henri. Moi, j'ai porté Georges.
en scène de Georges. J'ai chanté avec Vigneault, j'ai joué du drum avec jusqu'à la fin de ma grossesse au Francophonie avec le projet Louvre. J'ai fait un truc pour le Mac sur Cohen, de la musique pendant 10 minutes. J'ai réalisé l'album de Maud Audet. J'ai tellement été dans plein d'affaires puis dans full musique pendant ma grossesse que là, je peux confirmer l'idée que s'il a été ballotté et qu'il a flotté dans la pulsation musicale puis qu'il est tombé un peu dans la marmite parce que là, lui, c'est le piano, vraiment. Puis avant d'arriver ici, là, il repiquait Breathe Me de Sia, là, de Six Feet Under. Ben voyons donc. Puis là, il check les accords. Il y a quel âge? Il y a 6. OK, puis déjà, il patente. Il fait des trucs à 2 mains, là, tu sais, Amélie Poulain, puis il prend des petits cours avec la fille d'une Julie Stéa avec qui j'étudiais à l'école. Mon Sa Dieu. fille, maintenant, enseigne le piano. Fait que ça aussi, c'est le temps qui passe. Mais bref, je te dirais qu'1 sur 3... à la danse aussi. Le plus petit, il est vraiment tombé dans la danse? Oui, dans la danse aussi, dans l'improvisation, danse contemporaine. OK, mon Dieu, OK. Un vrai tripeux. Donc, c'est comme... Ah ben écoute, je trouve ça intéressant. Moi, tu vois, mes 2 filles, j'aurais pensé un peu, là. Ouais, mais Paul et Henri, les plus vieux, tu sais, Henri... je pense qu'il y a le pitch, il y a une oreille, puis il y a une voix. Tu sais, il était accepté au petit chanteur. Il a une belle voix légère et juste. Il fait des petits chanteurs? Mais non, on a choisi encore une fois dans ce que ça demande et le fait d'avoir 3 enfants, s'il y en a juste un qui va là, les week-ends, les églises, les concerts. Attends, les petits chanteurs, il faut que tu aies des parents motivés. Complètement mobilisés autour de ça. C'est vraiment, vraiment. Certaines activités du week-end sautent, mais c'est une formation musicale. Extraordinaire. C'est pour ça qu'on a fait le processus, c'est tellement... une belle formation. Puis moi, tous mes amis qui ont mon âge aujourd'hui, qui ont fait des petits chanteurs, c'est tous des musiciens incroyables. Ouais. Les gens qui ont chanté dans les chœurs, tu sais, ça fait la différence. C'est comme baigner dedans comme ça, le sens de l'harmonie. Ah non, c'est quand même impressionnant. Parlons un peu de création. Oui. On a parlé de ton studio, de petite maison, studio que ça a changé. Là, tu as un studio stable. C'est toujours le même depuis pas mal d'années? Non, c'est nouveau. J'ai acheté pour la première fois un lieu. Ça fait même pas 1 an. T'étais quand même à jour dans l'idée où pendant plusieurs années, j'étais carrément en haut de la garderie de mes gars dans le quartier sur ma rue, dans une classe d'école. Je l'appelais le studio La Classe. C'était fantastique, proche. J'ai déposé mes enfants en garderie puis je montais au 3e. Et j'ai eu ça quelques années, mais là, il était question que le building soit vendu. Ça a toujours été ça un peu. Là, c'est un nouveau propriétaire quand il y a, mettons... non, peu importe. Le lieu, souvent les artistes. C'est un autre sujet. C'est temporaire. Faut jamais que tu t'attaches trop à un espace. Mais là, je me suis dit justement, je vais vieillir dans le Milex, puis je me suis acheté un genre de condo dans des ateliers où c'est résidentiel et commercial et où déjà au rez-de-chaussée, il y a un studio Troublemakers, donc j'ai des voisins. C'est avec la gang de Troublemakers, OK, je sais. J'ai un espace à moi et je capote, dans le sens où c'est comme, j'ai pas de blues du dimanche soir, je rentre là. Tu fais ta boîte à lunch le matin. Oui, j'ai même ma petite cuisine. Tu t'en vas à la job. C'est vraiment pépère, c'est le bon mamie vieillira dans cet espace et j'espère pouvoir le garder très très longtemps. Fait que je me considère bien chanceuse, puis ça a été ça toute ma dernière année, m'installer dans ce lieu-là. Finalement, me retrouver à faire autant de musique de docu, le thème musical de l'émission Zénith, un show de marionnettes, toute la musique en studio, pas des chansons, de la collaboration avec d'autres, mais vraiment plus de goûter à la musique à l'image. Mais tu n'as pas encore développé du nouveau matériel personnel à ce studio-là, ça viendra? Pas sorti, mais tu sais, je veux dire, explorer quelques chansons. J'ai mon petit dossier nouvelles affaires, mais j'ai pas rien sorti qui a été produit encore en chanson. Là. Ça, je comprends toute la procédure d'écrire pour la télévision, pour l'image, tout ça. Mais quand il y a le temps d'écrire pour tes chansons, des chansons à texte, à parole, comment ça fonctionne? Moi, je suis un peu curieux. Est-ce qu'il y a un bout de poésie qui est... Est-ce que des fois, c'est des textes qui sont écrits seuls ou c'est écrit au piano, c'est improvisé? Est-ce que... Parce que moi, ça m'avait bien marqué. J'avais fait une collaboration avec Julien Minot, puis il me racontait, lui, que toute la band il écrivait la toune instrumentalement, l'enregistrait. Une fois que c'était fini, là, après, lui, il écoutait ça, puis il faisait des paroles là-dessus. Ah, wow! C'est quand même intéressant aussi. Puis d'ailleurs, Daniel aussi, mélanger ses textes, lui, c'est comme, c'est l'affaire à la fin, là. C'est l'affaire à la fin.
C'est tellement bizarre, Je ça. sais, j'ai toujours fait. Ah, ben ça, c'est ton affaire à la fin, écrire par-dessus ta mélodie. Mais c'est aussi l'idée. Puis il y a quelque chose quand même d'intéressant dans ce concept-là, parce que quand tu écoutes, mettons, les managers et tout ça, c'est super nuancé. Tu sais, même l'instrumentation en arrière, la façon que c'est jamais toujours égal, il y a toujours un peu, ça bouge comme ça, puis c'était vraiment, tu vois que ça a été travaillé comme ça. Dans le cas de Daniel, OK, oui, je peux le voir aussi, ça, que c'est qui fait ça aussi. C'est mélodiste, hein, fait que il crée ses riffs puis ses mélodies, puis c'est plus comme, là, je vais pas parler à sa place. Non. Ça doit pas être 100% du temps comme ça, mais il me disait ça, puis moi, je tombe en bas de ma chaise parce que ça plume. Mais toi, c'est quoi? Ben moi, c'est beaucoup, ça part souvent de mots, d'idées de chansons, comme de concepts, même je repars en arrière, concept d'un album. J'ai l'impression souvent que le chemin arrive à travers, tu sais, je pense à Incarnat, mettons, qui est mon dernier album. C'est vraiment la découverte de ce terme-là, Incarnat, à travers un coucher de soleil de malade en revenant du chalet. Après ça, le lendemain, je vais chez le coiffeur, puis là, je vois comme un document photographique sur la famille de couleurs Incarnat. Donc, incarné dans la chair, le rose, le coucher, le saumon. Là, je me dis, si je fais un recueil de poésie un jour, j'aimerais beaucoup ça, appeler ça Incarnat. Puis là, je m'en vais. Puis je commence à écrire des tunes très, très minimalistes autour du piano. Puis là, OK, tout va ensemble. Puis là, ça y est, c'est Incarnat que je commence. Tu sais, le concept, que ce soit Ma aussi... Ils ont toute une petite histoire, 22h22, c'était un peu les jumeaux, la minute quand tout le monde dormait, où je pouvais un peu m'évader pour chercher des idées. Fait que j'ai beaucoup travaillé, moi, à partir de concepts comme ça, puis après ça, des idées de texte, parce que partir d'émotions, partir de sensations, de quelque chose que j'ai envie d'explorer, ça va souvent être mon point de départ. Puis après ça, c'est une manière, mais beaucoup l'espèce de flow de groove, tu sais, de partir du studio de rien, puis là, une idée de tempo avec un genre de beat, une couleur de clavier, puis là, tirer ces fils-là qui m'amènent vers un swing mélodique, tu sais, du yoga, puis que là, je vais peut-être même ouvrir une piste, puis dire des mots, puis là, tu tricotes comme ça. Comme si les mots devenaient une autre instrumentation, ou en tout cas que la voix était ouverte pour que j'aille spontanément vers certains mots qui vont peut-être m'amener vers... Fait que, il y a ça, puis avec les années, je me fais des petites jambettes pour pas être tout le temps dans les mêmes patterns. Fait que des fois, avoir fait... pour Incarnat, j'avais fait ça, tu sais, avoir un réflexe piano-voix, mais là, muter le piano, puis réharmoniser. Puis après ça, j'ai écouté des entrevues, podcasts avec James Blake, que j'affectionne particulièrement. Un britannique incroyable. Qui disait qu'il faisait ça, tu sais, aussi, de dire, OK, on a ta mélodie, tu l'as bâti à partir de tes réflexes que tu connais, mais maintenant, mute, puis réharmonise, puis fais-toi plaisir de découvrir où ça peut aller. OK. Puis souvent, sûrement, oui, justement, tu trouves, il y a des belles découvertes qui se font. Oui, parce que tu t'accroches à une mélodie, tout peut t'arriver harmoniquement après, puis tu reconnais peut-être moins ta patte, qui est toujours la même, des mêmes progressions d'accords, de la même façon d'aller vers un refrain. C'est drôle que tu parles de James Blake, parce que dans ses deux premiers albums, il gardait la même ligne. Conductrice, tout ça, répétitif, minimaliste. Puis là, après, c'est comme un peu dégagé de ça, là. Puis il est parti ailleurs. Il est devenu big à Los Angeles. Comment? Il est devenu big à Los Angeles. Fait que là, donc là, il y a de l'argent. La trap, les collaborations rappeurs. Non, mais je blague. Mais moi, j'aime ça, moi. Moi aussi, c'est pour ça que je dis ça. Je pense qu'il y a eu un effet aussi de faire des albums à collaboration tout d'un coup, puis d'être dans un style peut-être un peu plus urban, là. Je veux pas trop mettre des étiquettes, mais il a toujours gardé cette espèce de côté tellement soulful. Puis, tu écoutes ce qu'il a fait dernièrement, Music for Robots. Non, ça, c'est pas mais non, mais ça ressemble à Robot. Oui, c'est ça, ça ressemble au titre de l'album de Pat Watson. Ça ressemble à Christy, en fait. Et là, c'est encore une fois un renouvellement complet. Moi, j'essaie de le trouver. Je peux pas avoir plus de respect pour un artiste je capote, moi, sur lui. Avec autant de talent qui se redéfinit au niveau sonore chaque fois. Là, vraiment. Puis c'est drôle, tu parlais de collaboration. Playing Robots into Heaven. Voilà. Ça ressemble à Christy, là. On s'entend. Mais oui, les collaborations. Oui, toi, tu fais des collaborations ici, là, mais tu sais, est-ce que tu as des collaborations rêvées que tu n'as pas encore fait? Admettons, pour un album, tu ferais-tu ça, avoir des features de gens
sais, mettons, je te donne terrain large. Tu peux faire ce que tu veux. Tu peux aller chercher qui tu veux, quand tu veux. Qui t'irait chercher là-dessus? Écoute, tu sais, j'ai pas besoin d'être trop loin. Est-ce que tu aimes collaborer? Ça, c'est une autre oui, affaire. j'aime collaborer, puis j'ai appris à être à l'aise de plus en plus dans la collaboration. Puis, tu sais, ça c'est venu à partir d'expérience, parce que, tu sais, je suis une personne quand même, autant j'aime les gens, je suis, je pense, extravertie principalement, mais dans ma création, je suis très dans ma bulle, au studio, c'est ça, j'avance mes affaires le plus possible. À un moment donné, je vais chercher en fin de course un co-réalisateur pour avoir un regard extérieur puis pousser. À date, j'ai fait ça. Je sais pas ce qui va m'attendre pour la suite. Mais, tu sais, c'est toujours un peu le même processus. Mais dans les dernières années, avec le projet Somme que j'ai fait avec Étienne Dupuis-Cloutier, là, les tunes pop, lui, il s'appelle Drums comme producer. Là. On a fait un album où chaque chanson était avec un collaborateur différent. Ça m'a mis dans des situations, tu sais, Fouki débarque, la F débarque, tout le monde est sur son crayon, on part de rien. Ça donne une toune à la fin de la journée. Quel plaisir de partager ça, quel bonheur. Fait que là, même en faisant des trucs comme Star Academy, de me retrouver donner des cours, puis là, qu'on travaille ensemble, puis, tu sais, même moi, ça m'a permis de désacraliser le côté, mais là, si je sors quelque chose de pas bon, puis si la personne n'aime pas ça, puis si c'est complètement mauvais, puis tu sais, cette petite voix-là, tu sais, ça se travaille, ça. Ouais. Fait que moi, je pense que je suis rendue une meilleure collaboratrice que je l'ai été, puis que j'ai du plaisir, oui, à collaborer, mais je te dirais pas que c'est facile. Puis quand, des fois, certaines personnes que j'ai approchées, t'es comme, non, moi, je suis pas capable, je me tente pas. Tu sais, la peur est plus grande que le plaisir qu'on en retire, puis c'est bien correct. Mais j'ai toujours été un peu partagée entre collaborer, mais aussi être un peu orgueilleuse, ou en tout cas d'avoir envie de sentir que je m'exprime pleinement quand je touche un peu à tout. Je ne vais pas me cacher, je ne vais pas inventer ce que je suis pas. C'est-à-dire que souvent, je tiens à faire le beat, à essayer de produire le plus possible, puis je ne vais pas tant faire, un piano-voix, puis je le donne à quelqu'un, puis il fait tout l'arrangement, puis tout ça, mon plaisir est là-dedans aussi. Mais ça, c'est spécial aussi, ça, parce que c'est une recette qui fonctionne pour bien les gens, justement, juste piano-voix, tu donnes ça, puis il y a un producteur qui pogne, puis là, il réalise, puis tout, puis là, c'est fini. Oui, puis c'est déjà beaucoup écrire une chanson. C'est pas évident. C'est pas évident. En soi, fait qu'on n'est pas obligé de tout faire, puis des fois... C'est sûr, moi, comme productrice, chaque jour, c'est mon défi là, dans la vie depuis nombreuses années. Puis j'ai tout le temps l'impression que, OK, j'avance tranquillement. Mais tu sais, pour faire ça, tu fais ça jour et nuit. Tu sais, je veux dire, c'est une job en soi. Fait que j'aime ça, toucher à ça. Puis de plus en plus, j'aimerais ça le faire de façon encore plus autonome. Mais c'est une job en soi. Alors, pour répondre à ta question, il y a tellement, tu sais, je sais pas, moi... voyons, un petit peu, là, on va mettre pause au montage là-dessus. Jesse McCormack, tu sais, j'ai pas travaillé avec lui, j'adore sa musique, on prend un café ensemble, on est supposé, tu sais, j'adorerais ça un album où je fais un petit peu avec telle personne, un petit peu avec telle autre personne, puis que finalement, c'est de la co-production avec des producers différents. Ça pourrait être cool, puis sinon, je dirais... La liste peut être longue. Oui, la liste peut être très longue. Hey, on peut parler de la voix un peu. Est-ce que c'est correct? La voix? L'émission? La voix. L'émission ou l'instrument, là? Là, l'émission. On parle de l'émission. Parce que les gens, souvent, ils vont parler la vie avant et après la voix pour les concurrents. C'est vrai, ça change. Mais on parle pas, je trouve, assez souvent de la vie avant, après des juges. Qui commencent à être nombreux au Québec dans l'historique de... Quand même. Mais il y a quand même une vie avant-après de ça, non? Ben oui, il y a une vie... Moi, ça m'a étonné à quel point il y en avait une, parce que quand j'ai fait la première année de la voix, moi, j'ai fait la 1 et la 4e, comme les Olympiques. Ben ouais, c'est ça. Puis la première année a été probablement l'année qui a été le plus écoutée, comme souvent. C'est nouveau, oui, c'est ça. Mais là, j'étais aussi très saisie du fait que, sans dire que je pensais que tout le monde au Québec me connaissait, mais... Il y en avait une méchante gang qui me connaissait pas parce que dans l'expérience de Star Academy avant, moi j'avais toujours refusé d'aller à Star Academy. Je faisais partie de ceux qui défendaient dans ma jeunesse l'idée que c'était pas des auteurs-compositeurs qu'on travaillait là-bas, puis que c'était très variété. Puis là, moi je voulais m'identifier différemment. C'est bien correct, là.
je regrette rien de cette approche-là, mais aujourd'hui, la pop, c'est tellement démocratisé qu'on est peut-être un petit peu moins clivé dans la gauche, puis le côté puriste versus la pop. Tu sais, ça a changé à l'international, je dirais. C'est comme, on a démocratisé le fait d'être populaire et de pouvoir faire une musique quand même qualitative et personnelle là-dedans. Tu sais. Je fais un aparté parce que tu regardes les louanges, Hubert Lenoir, tu sais, ils ont une musique extraordinaire, précise, très, très, très forte au niveau de l'identité, mais ils veulent être big aussi, puis ils ont le droit. Puis, puis ils font leur truc. Ils rejoignent vraiment beaucoup de monde, puis je pense pas qu'ils sont comme on était au début des années 2000, un petit peu menacés entre le mainstream pop puis la musique plus mais ça, c'est l'effet aussi médiatique. Je veux dire que les médias ont changé. Là, Avant, il y avait juste notre TV puis tout ça. Maintenant, le fait qu'il y ait toutes ces plateformes-là, les jeunes auteurs et autrices, compositeurs, écoute, ils se lancent là-dedans. Là. Ben ouais. Sky is the limit. Ouais, puis c'est quand même cool. Ben oui, vraiment. Ben oui, puis aussi, ça enlève l'idée que la pop égale moins bon. Moi, c'est ça que je veux dire aussi, c'est que, tu sais, pop, que ce soit pop avec des tones puis des structures peut-être moins habituelles, ça peut être de la pop pareil, tu sais, puis ça peut être très bon. Bref, ça pour dire que la voix... donc là, j'avais un peu comme Jean Cormier, tu sais, comme, tout le monde découvre, c'est qui ça? Ben ouais, mais il y a un crime, on fait de la musique depuis 10-15 ans. Moi, j'avais été étonnée de sentir... Capoté. C'est qui? Puis, fait que là, c'était vraiment, pour moi, c'était une plateforme de découverte de ma personnalité, ma personne, le côté plus qui est Ariane, dans le fond, tu sais. Puis c'est une espèce de... C'est un vedettariat qui est décuplé du jour au lendemain. Carrément. Qui fait que si je faisais une saison de La Voix, j'allais chez Ikea, puis c'était comme « Hey, c'est elle, je pense, c'est elle! » Tu sais, de monsieur, madame. Et si je faisais pas La Voix, je retourne chez Ikea, puis... il n'y avait rien. C'est ça. Fait que c'est vraiment une période extrêmement concentrée d'exposition publique. Tu t'es pas fait rusher? Ben, des fois, c'était quand même intense, là. Puis il y a plein d'éléments dans La Voix où, tu sais, des fois, j'étais un peu naïve, là. J'avais l'impression que ce serait plus libre au niveau des choix. C'est de la télé, c'est ça. Ma blonde était comme Ariane, c'est comme une télé-réalité, là, tu sais, c'est scénarisé. Puis moi, j'étais comme, voyons. Puis finalement... moi, ça, c'est une affaire. Il fallait quand les gens pensent que la télé-réalité, c'est tout vrai, là. Ça me fait capoter. Exact. Mais tu sais, même, La Voix, on aurait pu penser qu'il y en a plus. Je vais pas faire... Non, c'est ça. Déposer les gens qui écoutent, mais c'est quand même assez... c'est ça. J'avais pas toute l'entière liberté. Puis ce qui m'a fait le plus souffrir, c'est les réseaux sociaux à travers ça. C'est le fait de... Tout d'un coup, on t'a choisi comme coach, puis là, tu portes un jugement avec ton sens à toi, puis là, tout d'un coup, là, t'as le Québec contre toi parce que c'est pas le gars de chanteur de bar, de whatever, je vais pas nommer. C'est ça, qui a pas fait la majorité. Puis moi, je suis une tête de cochon, c'est-à-dire que dans ma tête, j'étais comme, m'en fous, moi, c'est ça, tu sais. Puis mais après ça, je trouvais ça tough de me ramasser des commentaires de l'espèce de grosse vague populiste, tu sais, qui te rentre dedans. Mais tu lisais? Ah ouais, moi, Tu lis les commentaires? Ah ouais, j'ai pas... Non, oui! Oh my God! Non, mais moi, les critiques, les commentaires... Oh non! Tu fais ça! Oh shit! T'as un peu, à un moment donné, t'es dans un... Tu sais, moi, je moment où c'est ça, j'ai fermé ça, tu sais, mettons, le drapeau gate, là, quand j'animais la Saint-Jean-Baptiste, tout ça, c'était violent, ça aussi, là, j'ai arrêté. Mais justement, moi, il me semble, ça doit te taper le moral, là. C'est sûr, c'est comme... ça devient comme... tu sais, t'essaies de parler puis de dire, je suis plus fort que ça, c'est pas moi qu'on adresse, c'est pas moi Ariane, c'est Ariane Moffat, c'est le personnage public, tu sais, c'est pas la personne que je suis, les gens, ça se peut pas, là, qu'ils me traitent comme ça, tu sais. Mais c'est ça, c'est... Fait que, tu développes ça aussi, parce que si tu regardes rien, je sais pas, moi, des fois, ça va peut-être aider à voir que je reste la personne que je suis, c'est sûr, tu me connais, là, je suis pas deux personnages puis tout, mais... De voir que la personnalité publique, elle peut être le punching bag, puis d'essayer de faire en sorte que moi, je suis assez forte pour faire comme, hey, c'est une mascarade, c'est pas à moi qu'on s'adresse personnellement, il y a personne qui me connaît là-dedans, là, tu sais. Puis la personne qui m'a chié dessus, je la vois quand je mets de l'essence, puis elle est comme, ah, bonjour, la même personne sur Internet. Fait que, c'est quoi la valeur de ça? Mais c'est juste violent. Moi, moi, si j'étais dans cette catégorie-là, moi, j'ai eu... Écoute, c'est rien par rapport à toi. Mais tu sais, moi, je faisais des affaires à Radio-Canada, puis mes chroniques du vendredi, puis on m'avait obligé d'avoir un compte Twitter. On ne tentait pas. On a eu le nombre de bêtises que je faisais. Puis c'était
juste 6 minutes par semaine. Je parlais tellement. Tu plate avec son Dieu. Puis là, oh mon Dieu. Écoute, c'était des bêtises. Des fois, je voyons donc. Puis là, j'imaginais, vous autres, c'est terrible. Là. Ça, puis au niveau de la tu sais, tu me dis, tu disais ça, ben oui, mais c'est sûr que ça n'a pas de bon sens, puis ça parle aussi que de développer une forme de dépendance au téléphone à travers ça. Tu sais, ça, c'est tout pas sain pour un artiste, que ce soit le concurrent ou le coach. Tu fais-tu des pauses de téléphone? Tu mets dessus, des fois, tu fais comme, je débranche. Je devrais plus, vraiment. C'est un enjeu, tu sais, c'est un enjeu dans le couple aussi. C'est comme, tu sais, des pauses. Tu sais, je suis avec quelqu'un qui est psychologue, qui voit les recherches, comme, pourquoi il n'a pas encore la bande d'avertissement de ça va killer vos enfants, tout ça, là, tu sais, pourquoi il n'y a pas plus de légifération sur le côté néfaste. Puis là, moi, je suis à côté, puis je suis comme, mes réseaux sociaux de chanteuse, c'est important. Bref, tout ça, c'est très discuté. Et c'est sûr que Parce que ta blonde n'est pas très réseaux sociaux. Elle ne l'est pas du tout. Ma blonde non plus. Zéro. Elle n'est pas là-dessus. Elle ne sait pas c'est quoi. Elle ne veut rien savoir. Puis elle n'a pas une opinion très favorable. Non. Puis elle trouve qu'il y a beaucoup de justifications pour ça, mais que c'est tellement pas aussi nécessaire que ce que je pourrais défendre des fois. Puis... Ouais, je crois. Ouais, c'est un cercle un petit peu, c'est un petit cercle vicieux. C'est vrai que c'est une quête un petit peu insatiable de reconnaissance aussi, d'exister à travers ça. Ouais. C'est futile, c'est pas comme une vraie relation amicale, c'est pas comme un, Mais la critique, ça aussi, tu le lis encore quand même, les critiques officielles. Je le lis parce que moi, je pense que c'est un dialogue qui puisse être... Mais malheureusement, les critiques ne sont... C'est rendu que c'est du blogueux qui va voir un show puis qu'il n'y a pas... Non, des critiques, il n'y en a plus vraiment. C'est ça. Je ne vais pas faire la fille. Dans mon temps, il y avait des vraies critiques, Ben oui, mais, on peut le dire aussi. Oui, parce on peut dire que c'est un métier qui est porté à disparaître, comme plein malheureusement en journalisme. La même chose. Il y a des gens qui se sont inventés. La démocratisation de pouvoir s'exprimer fait en sorte que c'est ça, faut pas donner de valeur trop à tout, mais je pense que de lire un peu quel regard est porté sur ce qu'on a envie d'envoyer, puis ça peut pas être mauvais. Non, pas. Moi, je lis quand même, même en musique classique, nous, on est rendu, on n'a presque plus rien. On avait on en a deux, puis même là, ils vont pas tout couvrir. Ben là, c'est super. C'est vraiment, difficile d'avoir des lignes. Des lignes écrites sur nous autres. Vous autres aussi, même. Vous autres, oui, de plus en plus. Moi, dans mes premières, moi, j'ai fait Outremont 2 soirs avec Incarnat. C'était dans les premiers shows de retour. Puis j'avais pas de couverture, là, des médias principaux, l'écrit. Puis je sais que j'ai été chanceuse dans ma vie, que, j'ai aucune plainte dans le département par rapport à l'ensemble de... Mais, me semble, j'étais comme, il y a personne qui couvre. Ma première de show de cet album-là, c'était... Pour moi, ça avait un impact quand même, Ouais, ça veut dire quelque chose aussi, là, tu sais. Non, on est... c'est comme on dit, faut pas être déprimé. Faut pas être déprimé. Hey, by the way, c'est vrai, j'ai oublié au début. Joyeux Noël. Aujourd'hui, c'est Noël. Yes! T'es-tu prête à faire ton magasinage? Semi, tu sais. Je me sens pas trop en retard, mais je me dis juste, il reste-tu de la magie après un mois de grève? Moi, c'est ça ma préoccupation, c'est le réservoir de magie des fêtes avec les enfants. Ouais, parce que t'as tellement fait d'activités. Exact. On est allé au chalet, on a skié à la mi-décembre, tu sais, là, fait que là, c'est comme, OK. Shit, ouais, c'est vrai. Non, mais c'est des problèmes d'abondance, là, que je te dis là, mais oui, on essaie de planifier, là, toi, les t'as pas de Noël triste, t'as le Noël joyeux? J'ai le Noël assez joyeux, puis des fois pas réaliste, parce que je projette des choses dans ma fantaisie qui se veut joyeuse, puis finalement, c'est pas comme... C'est pas comme on pensait? Y a-t-il quelque chose de plus dole que d'offrir un cadeau dont t'es tellement heureux d'offrir, puis que la personne fait juste comme, non. Puis ça, je l'ai vécu avec mes enfants, là, tu dis, ça va être écœurant, elle le déballe, elle le dépose tout de suite. OK, merci. Mais tu trouves-tu qu'on n'apprend pas en tant que parent? Dans le sens que moi, je suis comme... On dirait que tous ces scénarios-là, là, ils vont exister, puis ils ont déjà existé dans d'autres années, mais encore à chaque fois, je suis tout le temps... J'ai la candeur dans le tapis, moi. Avez-vous le Père Noël? Avez-vous ça chez vous? On l'a, mais pour Georges, maintenant, tu sais, il vient faire un tour? Oui, il vient faire un tour de différentes grosseurs de bédaine à chaque année, selon disponible. Mais oui, on essaie d'avoir une petite présence. Ça, c'est quand même, ça aide un peu, là. Oui. Ça aide un peu à la dite magie. Cette année, c'est sûr que le climat social dans lequel on vit, le climat politique, c'est weird. L'inflation, l'anxiété, la santé mentale, tout ce qui est...
sais, je dis l'anxiété sociale, le côté très, très noir que je trouve qui règne avec raison. C'est une année difficile Très. Pour beaucoup de personnes. Puis moi, je trouve qu'on le ressent dans notre climat social. Puis je trouve ça quand même... Ah non, puis ça donne moins envie de se faire aller les... C'est tough de lire les nouvelles. C'est tellement tough. Tu sais, moi, je lis... En ce moment, j'ai jamais autant lu les journaux, justement, à cause de la grève, pas tout courant, tout ça. Des fois, mettons, je scroll down parce que je suis comme, OK, on passe à un autre dossier, mais c'est rien que négatif. C'est juste... C'est du conflit, c'est du conflit. Il n'y a rien de le fun. Il n'y a rien de le fun. La presse a développé un petit coin de style les nouvelles heureuses la semaine. J'ai vu ça il y a quelques semaines. J'étais comme, ah bon, OK, ils ont eu le comme mémo. Salut Bonjour faisait à l'époque la bonne nouvelle GM. J'adorais ça. C'est important. Ben oui. Mais non, il faut commencer à s'agripper. D'ailleurs, 2024 arrive. Toi, es-tu du genre à te faire des... Je sais pas. Résolutions? Ouais. T'es-tu de même? Moi, je suis de même. Regarde, moi, c'est ça. Puis, moi, je m'en fais toujours une. Est-ce que je la respecte? Une fois sur deux. Ouais, c'est ça. Moi, je sais pas. Non, je suis un petit peu moins... tu sais, l'affaire... magique qui va arriver, ben c'est pas magique. Quand on se fixe un objectif, on peut vraiment l'atteindre, là, mais j'ai pas la résolution, OK, là, je vais au gym, puis là, je vais changer ci, puis je vais changer ça. C'est le flip de la nouvelle année. Dans les dernières années, tu sais, je me suis moins mis de la pression de, OK, le gros party, puis l'événement, puis... Ouais. Peut-être ma rabat-joie de blonde qui a fait un peu aussi, genre, c'est une journée comme un autre. Ouais. Oh, regarde. mais de se donner des objectifs dans un temps, tu sais, dans un temps déterminé, c'est cool, c'est le fun. Tu sais, comme, admettons, en ce moment, moi, cette année, j'ai fait comme plein d'affaires différentes, nouvelles. Je le vois vraiment que ça s'inscrit dans une période qui va être déterminante. D'arrêter tous les réflexes et de dire oui, à accepter de faire des trucs qui me déstabilisent, qui ressemblent à rien de ce que j'ai pu faire avant, parce que je me dis, bon, regarde, je me planterai, on dirait que je me dis, bon, ça date, ça va quand même bien, là. Arrête d'avoir peur de dire oui à quelque chose, puis... T'as-tu peur, des fois? Oui, ben oui. Tu sais, là, j'ai été demandée pour enseigner... ben là, je sais pas. Moi, je devrais dire ça, mais une classe sur le songwriting dans une université. C'est plus un atelier ou chargé de cours comme toi. Dis-tu oui, dis-tu non? Ben oui, tu dis oui. Ben c'est ça, mais en même temps, tu dis oui. C'est à l'université, là. Puis le songwriting, ça s'apprend-tu? Tu sais, comment je me place pour penser que je peux être la bonne personne pour transmettre ça. Ben, écoute, premièrement, t'es la bonne personne parce que t'en as écrit. Ben, il y a ça. Il y a ça. Deuxièmement, t'as raison. Il n'y a pas vraiment une école pour ça. Mm-hmm. Mais le partage de ton école va aider. Peut-être que, tu sais, je sais pas combien il va y avoir d'étudiants dans la classe. Mm-hmm. Mais tu me fasses le côté orienteur, toi qui es enseignant, avec témoin. Mais ce qui va être intéressant de cette classe-là, probablement, puis je te le dis pas mal à 100% que les gens vont sortir de la classe, puis probablement 50% de ce que tu as enseigné ne l'utiliseront pas. Mm-hmm. Ça, c'est sûr. Mais il va y avoir 2-3 trucs qui vont les capter, puis que ça va devenir un outil qui va les suivre. À jamais. Mm-hmm. Mais rien que pour cette raison-là, tu le fais. Mm-hmm. Rien que pour cette raison-là. Hey, Fred. Hey, non. Mais... Puis après, c'est le fun parce que tu recroises des étudiants plus tard, puis ils te le disent. Hey, la fois que tu m'avais dit ça. Puis là, tu fais ah, ouais, OK, c'est ça qui t'a marqué, puis c'est ça qui t'a aidé. Oui, ça m'a fait. Tu sais. Puis moi, je trouve aussi que c'est intéressant dans le milieu de l'apprentissage, l'échange avec, tu sais, des peers, dans le fond, parce que je ne crois pas à la hiérarchie, en tout cas dans cet exercice-là de songwriting. Ouais. Peut-être plus au niveau de l'interprétation d'un instrument. C'est sûr que là, il y a des différents niveaux, puis il y a des trucs comparables au niveau technique, mais quand c'est le temps d'écrire et de créer, je trouve ça vraiment intéressant d'avoir le regard de quelqu'un d'autre aussi. Si on fait un exercice ensemble, même si c'est un élève de 20 ans, c'est des clés incroyables de savoir la tête à cet âge-là, aujourd'hui, dans notre époque, comment elle voit ça, puis comment écrire aujourd'hui, c'est une autre chose. Ouais. C'est une autre chose. Des fois, peut-être que je catégorise ça pas de la bonne façon, mais j'ai l'impression souvent que c'est du... Tu
sais, comme toute ton idée tantôt de thématique, de chasser un nuage que tu vas mettre devant toi pendant un bout. Exact. J'ai l'impression que c'est pas nécessairement ça aujourd'hui. Mais là, non, c'est sûr. La notion de l'album complet, on est plus dans l'éphémérité, une chanson à la fois, puis... Je trouve ça intéressant quand même, toute l'esthétique hip-hop, justement, surtout hip-hop, de faire sortir des 2-3 tunes par année, puis toujours rouler des shows. Puis le show, il se modifie un peu, mais c'est... Mais aussi, tu vas chercher peut-être un peu de revenus dans des endroits où maintenant, avec la musique, produire de la musique, travailler un concept pendant un an pour être streamé puis faire 0.0002. Mais toi, ça t'intéresserait pas de prendre un chemin comme ça? Ben, effectivement, si là, je suis à la croisée des chemins dans ma façon de voir mon métier d'auteur-compositrice, là, c'est parce que je vais redéfinir probablement ma façon de faire. Oui, de faire. Puis pourquoi pas? C'est-à-dire que ça peut rester aussi créatif, mais peut-être tu te saignes moins à investir tellement de temps et d'énergie et d'argent pour faire quelque chose qui va tellement être éphémère. Argent. Ben oui. Ça coûte cher, un album. Ça coûte cher. Ça coûte cher. Puis tu sais, la fameuse phrase, vous êtes subventionnés, vous autres, puis tout. Je veux dire, pas à 100%, puis pas, tu sais, c'est sûr que payer pour faire des albums. Puis pas rien que ça. Cet automne, il y a eu tellement de refus. Des artistes établis qui n'ont rien eu. Tu sais, c'est super tough, tellement raison. ça. Je travaille beaucoup avec aussi des artistes dont c'est le premier projet tu sais, qui arrivent puis qui veulent faire un album, puis des refus, puis des refus, puis des refus. Puis des gens, tu sais, avec une tête qui s'est développée, là, tu sais, leur demande, elle est... Exact, bien entourée, la bonne musique. Donc, c'est pour ça que... On ne disait pas qu'on voulait pas être déprimé tantôt. Non, ouais. Mais gars, on va passer tout de suite à la prescription, si tu veux bien. Let's go. Alors, je vais essayer d'aller à quelque chose d'intemporel pour mes prescriptions. Là, on est un peu encore dans le temps des fêtes. Découvrir le pianiste Bill Evans, moi, je pense que ça peut être quelque chose de vraiment bénéfique. C'est-à-dire si on va chercher, mettons un album, moi, j'écoute Exploration en ce moment. C'est quasiment comme si c'était la musique de Noël, des fois. Tu sais, t'as le trio de jazz, mais t'es pas dans tes mélodies de Noël. Mais surtout, un langage harmonique incroyable. Mais le ton aussi, la façon qu'il touche le clavier, tu sais, qui a une espèce de chaleur. Complètement. Zéro agressif. Exact. Tout le temps doux, tout le temps des idées ingénieuses, quelque chose de très enrobant, qui s'écoute. Je pense que tout le monde peut aimer Bill Evans. Ben oui, Même si on dit des fois jazz. Alors, ce serait ça. Allez redécouvrir votre bon vieux jazz. Allons-y pour résolution. Moi, je tripe sur un endroit où je m'entraîne qui s'appelle Orange Theory. What? Alors, allez vous inscrire. Je fais la promotion de mon gym. Orange Theory. Alors, si tu veux être un petit rat de laboratoire pendant 1 heure dans un lieu, il y en a plusieurs succursales, mais t'es un peu monitoré, pas un peu, avec un lecteur de fréquence cardiaque et tu te fais driller pendant 1 heure entre rameur, tapis. Et exercice musculaire. Fait que là, moi, je suis avec ma soeur, des copines, on se donne rendez-vous chez Orange Theory, puis t'es rincé. Alors, si tu veux commencer ton année, chez toi, tu me disais que tu avais des bonnes résolutions. Oui. Mais là, ils prennent tout ça en note. Mais toi, tu arrives avec ton petite affaire, puis il y a des écrans, puis là, tu as ton nom, Fred, puis là, tu vas voir. Là, je peux voir ce qui se passe. Ta fréquence cardiaque, un peu ce que tu as brûlé, là, tu faut pas capoter sur le brûlage de calories, mais c'est juste l'idée de dire, OK, je m'en vais là, je sais qu'au niveau musculaire, au niveau cardio, puis au niveau de l'endorphine puis de l'adrénaline, je vais être super. Mais toi, t'es quoi surtout? T'es-tu les rames? C'est quoi que tu fais? Je fais un peu tout ça. Mais je commence toujours sur le tapis. Tu peux commencer sur le treadmill ou au plancher. Moi, je commence. Mais j'aime l'idée de concentrer, d'intensité. Puis après ça me fait vraiment sentir bien. C'est quoi le nom encore? Répète ça. Orange Theory. Orange. Orange parce que c'est la zone orange. Donc, t'es pas dans ton rouge. Tu vises à être juste avant puis de rester longtemps là-dedans. Je veux pas, tu sais, dans la culture de l'entraînement pour survivre et tout, mais
crime, je trouve que c'est un concept qui fait ses preuves que alors, si tu as une résolution, abonne-toi. La voilà. Puis l'autre, j'ai hésité, là, parce que je pourrais parler de films, de trucs, mais mon amour du programme avec lequel j'enregistre la musique, Ableton Live, il y a des versions gratuites de ça. Je connais pas ça. C'est ça. Fait que, tu sais, il y en a qui travaillent avec Pro Tools, il y en a qui travaillent avec GarageBand. Mais en fait, c'est seulement ces deux noms-là que j'entends constamment. Okay, donc, Ableton Live, là, n'importe qui a le goût d'explorer, de faire de la musique, peut en avoir une version gratuite dans son laptop, puis gosser à s'enregistrer. Aller chercher des bouts d'un sample sur YouTube, de le mettre dans le programme. Donc, tu peux tout faire, en fait, avec ce programme-là. Tu peux tout faire avec ce programme-là. Tu peux faire un album au complet, mais tu peux aussi en faire un loisir. Puis, tu sais, je parle en même temps de mon ami. Tu sais, je t'ai parlé que j'ai acheté un studio. Puis, dans ce building-là, il y a Station Clip, qui est une école de production d'Ableton Live. Et donc, qui assure une formation. Tu peux inscrire tes enfants dans un camp d'été, apprendre à utiliser pour faire de la production et t'enregistrer. Fait que dans l'optique de démocratisation de la musique chez soi, puis de l'exploration, puis du droit de composer, de s'amuser, je dirais ne pas hésiter à explorer ce programme-là. Mais c'est malade, ça. Ça, mais OK, wow. C'est un outil que même des jeunes, comme tu dis, même des jeunes peuvent s'amuser avec ça. Oui, exactement, c'est ça. Tu sais, on dit, j'aimerais ça de beatmaker, puis tout ça. Vas-y, c'est... Vas-y. Il y a des versions gratuites. Après, en ligne, on peut tout trouver aussi des tutoriaux pour un ABC. Moi, des fois, j'en ai des questions encore sur ce programme-là. N'importe quoi est répondu. Fait que ça peut être un beau dada, puis tu sais pas où ça te mène, puis c'est pas grave, c'est juste trippant de faire de la musique. Malade! Hey! C'est super! Alors, merci beaucoup. Je te souhaite un bon cours. Ouais, on va chanter, là. Oui, une bonne fin d'année et évidemment, un joyeux Noël. Ouais, il était temps que je vienne te voir. Je suis vraiment contente de notre rencontre. C'était vraiment cool. Merci. Vous venez d'écouter La Prescription avec Dr. Fred Lambert. À l'animation, Frédéric Lambert. Réalisation, montage, recherche et bons conseils, Olivier Chamberlain. Au logo, Joël Vaudreuil. La musique, le groupe Crabe. Jérôme Minière, Philippe B., Ben Chimie, Guillaume Beaulieu et Vincent Vertefeuille. Merci d'avoir été à l'écoute et à bientôt.